Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 6 mai 2019. Aujourd'hui, après cette capsule difficile sur l'endométriose de la semaine passée, qui, je l'espère, a pu apporter certaines lumières sur une maladie peu connue et qui touche nombre de femmes aujourd'hui. Donc je vous encourage à la visionner, la revisionner, à prendre des notes. Nous avons eu des témoignages très intéressants de personnes qui ont été touchées par cette maladie et qui en souffrent au quotidien. Et qui ont donné également des informations qui pourront aider. Vous retrouverez cette capsule dans Pandora 6, mais agrémentée de beaucoup d'autres choses, des dernières découvertes, du point de vue de l'alimentation, qui pourra vous aider à nouveau. J'ai parlé de Rudolf Steiner. Alors dès que vous parlez de Rudolf Steiner, vous avez des personnes qui vous sautent dessus. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'ils ont noté un détail dans une lecture qu'ils ont faite, sans doute incomplète. Et ils vous balancent ça, comme ça, sorti du contexte. Alors, je ne suis pas du tout contre une discussion intelligente autour de l'œuvre de Steiner, mais il faut qu'elle soit documentée. Et il ne faut pas prélever des éléments sortis d'un contexte aujourd'hui en 2019, qui ont été écrits en 1920, soit il y a 100 ans, où les mentalités étaient complètement différentes. C'est trop facile. C'est comme aujourd'hui quand on prend, pour exemple, certaines citations de Voltaire sur, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui on n'a plus le droit de le dire, à cause de tous les communautarismes, mais c'est comme ça qu'on les appelait. D'ailleurs, on n'a pas attaqué Picasso en justice pour avoir illustré l'art nègre. On n'a pas attaqué Richard Bonnat, le musicien Richard Bonnat, qui a gagné un prix musical il y a quelques années autour d'un festival de musique nègre. Donc, c'est pas moi qui les invente, ces mots-là. Et ça ne veut pas dire que je méprise nos frères africains, bien au contraire, ils savent que j'ai beaucoup d'admiration pour l'Afrique et pour les savoirs de l'Afrique, qui sont énormes, et bien plus développés que l'Occident, avant même que celui-ci ne soit développé intellectuellement, je dirais pas, mais en tous les cas techniquement, pour imposer sa suprématie sur un continent où la connaissance et les savoirs, j'allais dire énergétiques, et même cosmologiques, cosmogoniques, et au niveau des étoiles, étaient bien plus élaborés, et le sont encore d'ailleurs, quand on s'intéresse aux légendes zoulous par exemple, et bien plus développés que notre pensée à nous, et ils sont certainement aussi bien plus développés que nous dans l'art d'éduquer les enfants. Et il n'y a pas toutes ces perversions blanches en Afrique qui vont sans doute y arriver, inévitablement, parce qu'on est corrompu par tous les moyens. Donc tout cela pour revenir sur un témoignage qui a été fait sur la page YouTube suite à l'endométriose à propos des races et des Noirs, citation prélevée d'un texte de Steiner et utilisée contre Steiner à dessein. Alors, je sais d'où ça vient, je sais que ça vient de la sorcière de Colombie, elle le sait aussi, mais ça n'a pas d'importance. Sorcière franc-maçonne de Colombie, et qui a ses amis en France, je le sais. Ça n'a pas d'importance. Si vous voulez parler de Steiner, faites-le, je vous le demande, intelligemment. Faites-le en prenant des références très précises, en citant les textes dont c'est issu et même les ouvrages, de sorte que nous puissions répondre tout aussi intelligemment.
mais prélever comme ça des phrases, on peut prélever aussi des phrases épouvantables de Louis-Ferdinand Céline, en faisant abstraction que Louis-Ferdinand Céline n'a jamais vendu, même s'il était foncièrement antisémite, il n'a jamais vendu aucun juif aux Allemands. Il s'est même moqué d'Hitler lors d'un banquet avec des officiers allemands à Paris. Donc, vous voyez, c'est très difficile de prélever des morceaux de phrases issus d'une œuvre et de juger un morceau de phrase sur toute une œuvre, et l'œuvre de Steiner qui est absolument extraordinaire. Donc je vous le demande, soyez s'il vous plaît plus universitaire ou moins insultant, moins grégaire, plus ouvert à la discussion et au dialogue, plutôt que de faire des reproches ou de dire voilà, Steiner il a dit ça, mais il a dit tellement d'autres choses. Je vous signale que quand j'ai parlé de Steiner, j'ai parlé de cet ouvrage. Alors si vous voulez me parler de Steiner, parlez-moi de cet ouvrage, ne me parlez pas de ce qu'il aurait dit sur les races, ça n'a pas de rapport avec l'endométriose. Voilà. Je crois que notre louloute nationale est présente. Oui, bonjour tout le monde. Toujours avec son éternelle bienveillance et son sourire perpétuel. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, puisque vous savez que non seulement je vous informe sur la santé, mais je vous informe aussi et également sur les pollutions environnementales qui provoquent des troubles terribles à notre santé. Or, cela correspond, et j'en ai la conviction, à un agenda de destruction de l'espèce humaine, puisque tout concorde. À chaque fois qu'on prend des éléments, on se rend compte que de l'horreur absolue qui est mise en place par des invisibles, parce que ce sont des invisibles. Oh là là, bon, je vais lui couper le sifflet, l'autre elle fait beaucoup de bruit, c'est reparti. Au revoir. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ce qui nous occupe tous, des intolérances au gluten. Alors les intolérances au gluten, j'en avais parlé dans Pandora 1, et peut-être dans les suivants, dans lesquels je disais qu'en fait on n'était pas du tout intolérant au gluten, mais on était intolérant au glyphosate, qui est présent dans justement le blé et le gluten. Alors je vous ai fait un petit exposé pour que vous puissiez prendre conscience de cette réalité. Évidemment, je vais me faire encore beaucoup d'ennemis, mais est-ce que ça a de l'importance? Je ne crois pas. Ce qui compte, c'est de vous informer et de vous permettre de prendre les bonnes décisions, parce que ce n'est pas moi qui vais changer le monde, je n'en ai absolument pas le pouvoir, ni la compétence. En revanche, c'est vous, à travers ces études qui sont faites par d'autres. Moi, je ne suis qu'un vulgarisateur scientifique, c'est-à-dire que je prélève des éléments ici et là, j'en fais des synthèses, et je les publie en vous citant absolument toutes les références, pour vous permettre ensuite d'ouvrir les yeux et de constater par vous-même le drame et le meurtre dont l'espèce humaine est victime a posteriori à travers tous les empoisonnements, qui soient des empoisonnements médicaux, qui soient des empoisonnements à travers la nourriture, les modes de vie. Il y a des empoisonnements spirituels également qui sont très puissants. C'est pour cela qu'il faut lire Steiner, entre autres, parce qu'il parle beaucoup de spiritualité. C'est très difficile à lire, hein. C'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que c'est assez amusant de voir les prélèvements que font certaines personnes, parce qu'en fait, ce sont des anecdotistes, en quelque sorte,
qui vont prendre des éléments qui les ont frappés, les seuls qu'ils ont peut-être compris, pour le ridiculiser. Pardonnez-moi, mais il y a très peu de personnes aujourd'hui, et ça les grands philosophes pourront le confirmer, qui ont le niveau de Rudolf Steiner. Alors pour le ridiculiser, il faut que vous soyez soit très très fort intellectuellement et culturellement, soit très bête et avec beaucoup d'ego pour vous laisser penser que vous seriez à la hauteur d'un esprit comme celui-là. Moi, je suis de très très loin en dessous et en deçà des compétences du docteur Rudolf Steiner, qui est un être absolument universel et pour moi unique dans la culture du XXe siècle et dans les apports qu'il a fournis à l'humanité. Alors, est-on intolérant au gluten ou aux pesticides? Alors ça va faire mal à une grosse industrie qui rapporte, je crois, 15 milliards de dollars par an aujourd'hui. Alors, depuis de nombreuses années, et ça je vous l'ai dit précédemment, je m'interroge avec intérêt sur les problèmes de santé qui sont liés au gluten et qui touchent de plus en plus de personnes à travers le monde. Alors, on va d'abord définir ce que c'est que le gluten. Le gluten est en fait un groupe de protéines, les prolamines et les glutéines, que l'on trouve dans le pain, l'orge et d'autres produits à base de blé. Et il serait donc responsable de nombreuses pathologies. Aujourd'hui, même votre médecin vous dit « Oui, vous avez des intolérances au gluten », alors qu'en fait, il n'en sait absolument rien. Mais ce n'est pas de sa faute, hein. C'est parce qu'on lui a dit que c'était comme ça. Donc le gluten est un composé de protéines qui agit comme une colle pour le pain, afin de lui donner du maintien, tout en lui conférant une texture moelleuse et goûteuse, appréciée des consommateurs. Il est également utilisé comme substitut de la viande. Ce substitut s'appelle le seitan, S-E-I-T-A-N, qui est un dérivé de la portion protéique du blé qui remplace la viande dans de nombreuses recettes végétariennes ou végétaliennes. Le gluten, d'après certains experts, serait responsable de troubles gastro-intestinaux et de maladies auto-immunes telles que la maladie cœliaque ou cœliaque. Dans les années 60, on ne parlait jamais de gluten, et encore moins avant. Alors, qu'est-ce qui a changé entre 1945 et 2000? Eh bien, l'agriculture est devenue transgénique, OGM. C'est pourquoi dans Pandora 1, j'avais émis cette hypothèse que personne n'était allergique au gluten, mais bien au glyphosate contenu dans le Roundup Ready de Monsanto qui accompagne les semences de blé OGM. Bien qu'ils prétendent que les semences de blé OGM sont interdites à la consommation humaine, mais comme ils la donnent aux animaux, eh bien nous la consommons puisque nous consommons les animaux. L'homme consomme le pain depuis les débuts de l'agriculture, soit entre moins 6000 et moins 10 000 ans. Mais ça, ce sont les sources officielles, les sources historiques officielles. Mais l'histoire n'est pas celle que l'on nous dit. Donc on peut reconsidérer ces dates, et je pense que c'est bien plus ancien, à la lumière de l'histoire cachée des civilisations humaines. Peut-être que je reprendrai cet ouvrage que j'avais commencé il y a 5 ans. Alors, jamais il n'a été répertorié dans l'histoire le type de maladie dont souffrent nos sociétés actuellement. Alors, comment tout à coup l'alimentation de base des humains deviendrait-elle problématique? C'est vrai. On mange le pain depuis 12 000 ans officiellement, aujourd'hui. On n'a jamais vraiment eu à se plaindre de la consommation du pain, puisque les pauvres mangeaient souvent que du pain ou de la soupe d'oignons. Les pommes de terre sont arrivées très tard en France, au XVIIIe siècle, avec Parmentier. Il y avait des famines, les champs étaient remplis de pommes de terre, et les paysans mouraient de faim parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait cuire la pomme de terre, et quand ils la mangeaient crue, eh bien, ils en crevaient. Donc, c'est pour vous dire que le pain est la base de tout, à tel point que la parabole des fous, que vous retrouverez chez Jérôme Bosch, où vous voyez ces fous qui se suivent en se tenant l'épaule, aveugles pour partie, eh bien la parabole des fous était souvent liée à des pollutions toxiques, neurotoxiques, liées à l'ergot de seigle, donc des farines mal nettoyées. Il faut savoir qu'on a eu une période glaciaire de 100 ans autour du Moyen-Âge,
à peu près, je crois. Si je me trompe, vous me corrigerez, avec plaisir d'ailleurs. Et on avait parfois ces pollutions neurotoxiques avec cet ergot de sec qui rendait fous les gens. Mais ça prouve que l'on mangeait essentiellement du pain et qu'ils n'avaient pas nécessairement de problèmes gastro-intestinaux, mais plutôt des problèmes cérébraux, comme on le dit, que l'influence de l'intestin sur le cerveau est très importante. Alors aujourd'hui, près de 18 millions d'Américains souffrent de maladies cœliaques ou coéliaques, mais ce n'est pas nécessairement à cause du gluten qui est accusé, qui est le bouc émissaire de toutes ces maladies de l'intestin. Des maladies qui peuvent être consécutives d'ailleurs à la vaccination, comme nous l'avons vu au cours des précédents Pandora et des précédentes capsules. Donc peut-être que nous devrions chercher le véritable responsable à ces maladies intestinales. Si ce n'est pas le gluten, alors qu'est-ce que c'est? Qui est le coupable? Eh bien, les véritables responsables sont évidemment se trouvent dans les traitements chimiques imposés à notre agriculture, soit les pesticides et principalement le Roundup Ready avec son fameux glyphosate, le Roundup que vous retrouvez dans les étals de supermarchés à loisir. Je vous signale quand même que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un produit extrêmement dangereux, d'ailleurs c'est marqué derrière, toxique, dont les émanations elles-mêmes sont toxiques. Vous voyez bien que les paysans qui se servent de ce pesticide sont habillés en cosmonautes, en combinaisons étanches, des gants plastiques jusque-là, des combinaisons, des masques à gaz, des lunettes, enfin bref. Et vous les utilisez dans votre jardin comme ça, vous en avez sur les mains, vous les respirez. Donc c'est très dangereux et il faudrait vendre à la limite une combinaison pour utiliser ce type de produit, pour vous protéger et pour ne pas développer, si vous l'utilisez souvent, de cancers de type lymphome non hodgkinien. Et maintenant nous le savons puisque Monsanto a été condamné à de très très lourdes peines d'amende concernant 2 victimes de cancer de lymphome non hodgkinien à cause de l'utilisation justement de ce produit qui contient non seulement du glyphosate mais aussi de l'arsenic et d'autres produits très toxiques dont on ne parle pas. C'est-à-dire que le glyphosate, quelque part, c'est l'arbre qui cache la forêt de pollution qui se trouve dans ces bidons. Alors, nous devons à présent nous poser cette question: dans quelle mesure cette vague soudaine d'intolérance au gluten à grande échelle est-elle scientifiquement fondée? Et surtout, qui a décidé scientifiquement que le gluten était le responsable de ces pathologies? Nous sommes en droit de nous interroger de quelle science il s'agit ici, et surtout des moyens médiatiques employés pour diffuser une fausse information afin d'écarter le regard de la vraie réalité, celle des empoisonneurs OGM qui agissent en toute impunité, protégés par nos politiques françaises et européennes, sous prétexte d'une production agricole. Alors, ils nous disent que les OGM favorisent une production agricole plus nourricière, ce qui est faux, plus rentable, ce qui est faux aujourd'hui, puisque les cultures OGM sont de plus en plus résistantes au glyphosate, par exemple, plus écologiques, ce qui est encore faux, plus saine, c'est un mensonge absolu. En 2011, le scientifique australien Peter Gibson de l'université de Monash affirmait dans une étude que le gluten contribuait fortement à provoquer des troubles gastro-intestinaux chez les personnes non atteintes de maladies cœliaques, mais aujourd'hui, il affirme le contraire, soit 18 ans plus tard. Il affirme le contraire à travers son étude, sensibilité au gluten non cœliaque, ou NCGS, amorçant ainsi la tendance du sans gluten, qui a abouti malgré tout à une industrie estimée à 15 milliards de dollars par an. Ça veut dire que nous assistons ici encore à une manipulation de l'industrie pour créer un nouveau marché commercial, une niche de plus en plus rentable qui accuse le gluten d'être responsable de torts, donc de troubles gastro-intestinaux dont il n'est pour rien, ou pour peu de choses. Et grâce à ça,
on va stigmatiser une colle naturelle de gluten étant responsable des maladies gastro-intestinales, alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a fabriqué, ça me gratte, je ne sais pas pourquoi, ça doit être les pollens, on a fabriqué une maladie à partir de rien, et on a créé un marché alimentaire qui rapporte à ces mêmes producteurs de pesticides, parce que ce sont les mêmes qui possèdent 90% des industries alimentaires, eh bien, une nouvelle niche des produits alimentaires, c'est-à-dire les produits sans gluten. Mais nous allons le voir tout de suite, le gluten n'est en rien responsable des maladies gastro-intestinales. Alors l'industrie fabrique un mal, propose une nouvelle industrie pour contrer ce mal, bon ça je viens de vous le dire. Alors les expériences du scientifique australien Peter Gibson, donc celle de 2019, ont confirmé cette hypothèse. Ils ont nommé cette condition la sensibilité au gluten non cœliaque, ou NCGS, amorçant ainsi la tendance du sans gluten. Les constats probants ont poussé Gibson à aller plus loin dans son analyse, car cela sortait du cadre de la logique scientifique. Ce n'était pas logique. Tout ce qu'il avait fait auparavant ne correspondait pas à la réalité. Donc il a fallu 18 ans de réflexion à ce monsieur pour qu'il décide de changer son fusil d'épaule. Donc si les patients avaient des problèmes gastro-intestinaux à cause de ce que l'on croyait être le gluten, et que dans leur alimentation il y avait en fait très peu de gluten, avec une continuité des troubles, cela n'avait pas de sens. Eh oui. Vous accusez une pathologie donc intestinale, de troubles intestinaux, du gluten, et puis vous changez votre alimentation, donc vous retirez tout le gluten de votre alimentation, et vous continuez à avoir la même pathologie. Il n'y a pas un problème là? Ben si, il y a un énorme problème, parce que même si on retire le gluten, la pathologie est présente. Alors, on s'est trompé dans l'équation, ce n'était pas le gluten qui était responsable. C'est ça le truc. Il a donc réalisé une nouvelle étude en double aveugle avec des sujets atteints de NCGS, donc et du syndrome du côlon irritable, mais non de la maladie cœliaque. Pendant 2 semaines, les patients de 3 groupes ont reçu des repas riches en gluten, faibles en gluten et sans gluten. Les résultats de l'étude ont montré que, bien que contrairement aux résultats de la première expérience, l'intolérance au gluten n'existe pas réellement chez les personnes sans maladie cœliaque. Donc vous voyez, c'est très contradictoire. Une 3e étude, également réalisée par Gibson, confirme ces conclusions, suggérant peut-être qu'une grande partie de ce que nous considérons comme une sensibilité au gluten serait psychosomatique. Ça va plaire aux psy, ça. Contrairement à notre première étude, nous n'avons pu trouver aucune réponse spécifique au gluten, déclare le docteur Peter Gibson. Donc si le gluten n'est pas responsable des problèmes gastro-intestinaux, serait-ce le blé contaminé au glyphosate qui pourrait être à l'origine de ces problèmes? Le glyphosate est apparu pour la première fois en 1974 aux États-Unis à travers le Roundup de Monsanto. Il est devenu l'herbicide le plus utilisé sur le marché américain et dans le monde, avec plus de 113 398 092 kilos utilisés chaque année sur les cultures sous prétexte de favoriser la croissance des plantes. 113 millions de kilos. C'est énorme. Ça fait 250 millions de livres, en fait. Il a également été constaté que l'exposition au glyphosate augmentait de 41% de risque de lymphome non hodgkinien. Donc 41%, c'est énorme. Et que cette substance chimique mortelle contre les mauvaises herbes inonde notre source d'alimentation quotidienne. En fait, l'herbicide de Roundup à base de glyphosate peut endommager le système endocrinien. D'après une étude réalisée en Australie, encore une fois, par des chercheurs de l'université Flinders, le Roundup a tué les cellules qui produisent la progestérone chez les femmes, entraînant une chute de leur taux, et on le retrouve dans les cancers non hodgkiniens. Il a également été associé à des anomalies congénitales, donc au niveau des enfants,
à des problèmes de reproduction, à des maladies du foie, et il a été démontré qu'il pouvait potentiellement endommager l'ADN des cellules du cordon ombilical humain, du placenta, de l'embryon. Dans une autre étude, plus de 90% des femmes testées avaient des niveaux détectables de glyphosate dans leur urine. Et vous l'avez vu en France, des personnes ont décidé de se porter partie civile, ont fait analyser leur urine et ont découvert qu'ils avaient du glyphosate, elles aussi, dans leurs urines. Souvenez-vous, il y a quelques années, sur TF1, je me souviens, je crois que c'était dans le journal de Jean-Pierre Pernaut, on découvrait que les enfants avaient des pesticides dans les cheveux. Alors c'était un peu risible parce que, bon, c'est dramatique, mais parce que nous ne cessions de le dire, que ces pesticides sont partout, sont dans l'air, sont dans l'eau, sont dans l'alimentation, et on s'étonne qu'on les trouve dans les cheveux. Mais si vous saviez ce que l'on trouve dans les cheveux et tous les métaux lourds, si on avait le droit de faire toutes ces analyses en France, eh bien, nous serions bien servis en quantité de polluants et de perturbateurs endocriniens dont nous sommes victimes au quotidien à cause des autorisations de ces corrompus de politiques qui ne vont que dans le sens de l'industrie, sans se poser des questions sur la santé et sur les conséquences de la santé. Et ensuite, ils viennent nous demander de faire des économies sur la santé. Mais ce n'est pas à nous de faire des économies sur la santé, c'est à eux de voter des lois pour continuer à développer une agriculture biologique sans OGM et sans pesticides. Or, c'est possible. Je vous signale que 80% de la biodiversité française se trouve dans les dom-toms, en Guyane par exemple, à La Réunion, où ils ont des conditions climatiques et des terres extraordinaires, et où ils peuvent cultiver, quand ils sont intelligents, quand on les laisse faire, des cultures sans pesticides, sans chlordécone qui leur a été imposé par Dupont de Nemours et les politiques corrompus sur place également. Donc il est temps que cela cesse. Parce que c'est notre espèce entière, c'est nous, c'est vous, c'est nos parents, vos enfants, vos animaux domestiques, les animaux de la biodiversité, tout le vivant est empoisonné par ces pesticides, que vous le vouliez ou non. Regardez, les oiseaux sont affamés, ils ne trouvent plus à se nourrir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'insectes assassinés par tous ces pesticides. Alors, le glyphosate est présent dans 90% de la culture du soja et du maïs et se retrouve malgré nous dans nos aliments. Alors vous trouvez de la farine de soja, de la lécithine de soja, vous trouvez de la farine de maïs, partout dans les petits pots pour bébés, partout dans tous les aliments, vous trouvez des aliments pollués aux OGM qui vont détruire la flore intestinale et au glyphosate qui vont accentuer justement tous les problèmes qui sont liés aux maladies cœliaques ou coéliaques, si vous le voulez, ou le côlon qui fuit, le leaking gut, comme on dit aux États-Unis, ou toutes ces maladies qui vous perturbent et qui vous troublent. Il y a de plus en plus de gens, par exemple, qui ont des pathologies psychologiques, psychiatriques, qui sont liées également à l'empoisonnement de leur intestin. Mais on n'en tient pas compte, on se dit, bah voilà, les psys vont soigner la tête. Or, c'est pas la tête, c'est pas de la littérature qu'on fait, c'est de la science. Or, la science, c'est aller dans l'intestin pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Or, les psys sont pas qualifiés pour cela. C'est les psychiatres qui sont qualifiés pour cela. C'est ça le problème. Donc, on fait d'une discipline littéraire une discipline pseudo-scientifique qui entraîne vers des mauvais diagnostics et surtout des imbécilités de réflexion qui ne mènent à rien, puisque les problèmes sont biologiques. C'est contre cela que je m'insurge et je vous en apporte les preuves au quotidien. Donc le glyphosate est présent dans 90% de la culture du soja et du maïs. Il se retrouve malgré nous dans nos aliments car il est utilisé avant sur la récolte, sur l'avoine, sur les lentilles, sur le blé, sur l'orge et de bien nombreuses cultures. Il se retrouve également sur les betteraves. Donc c'est épouvantable. Maintenant, Monsanto veut se charger de faire
du cannabis OGM, parce que comme le cannabis soigne et guérit du cancer, et on le savait déjà dans les années 40 aux États-Unis, mais ça a été retiré par les laboratoires, et bien maintenant, en faisant du cannabis transgénique, qui n'a besoin d'ailleurs d'aucun pesticide, le cannabis est une plante qui pousse sans pesticides, qui régénère les sols naturellement, et qui est utilisée à 100%, autant du point de vue médical, autant du point de vue de la construction des tableaux de bord des voitures, parce qu'ils utilisent maintenant le chanvre, donc c'est la même chose, hein, c'est un dérivé, autant dans la fabrication du lin, donc des cordes. Souvenez-vous que les Français, qui étaient une grande puissance agricole et maritime, cultivaient justement cannabis, lin, et c'est les mêmes plantes, hein. Bon, sauf qu'il y a plus de THC, plus ou moins, peu importe. Eh bien, pour l'industrie du lin, pour l'industrie des cordes, pour les bateaux, donc c'est une plante absolument miraculeuse, qui nous a été offerte, par celui qui nous a créés, pour que nous l'utilisions dans tous les domaines. Le cannabis est par exemple une plante médicinale extraordinaire, qui trouve un contact direct au niveau du cerveau. Nous avons un contact dans le cerveau qui reconnaît le cannabis et qui l'utilise et qui le synthétise de sorte qu'il aide à guérir de nombreuses pathologies graves, plus ou moins graves. On a vu que pour les épileptiques, l'huile de cannabis était extrêmement utile parce que ça permettait de bloquer une crise d'épilepsie en quelques secondes. Donc, au lieu de... D'ailleurs, un exemple tout à fait banal, il y a bien plus d'accidents de voiture faits par des gens qui sont en état d'ivresse que par des gens qui consomment du cannabis. Or, je ne dis pas qu'il faut le fumer, le cannabis. Je dis qu'il faut synthétiser le cannabis et l'utiliser de manière médicinale. Or, je ne vois pas pourquoi il serait interdit. Aujourd'hui, il y a de nombreux États américains qui ont eu l'autorisation de développer du cannabis médicinal et qui, je crois que c'est en Oregon, ou je ne sais plus exactement, peu importe, c'est dans mes livres, et où l'État est devenu extrêmement riche, parce que, à cause de tous ces polluants et pollutions endocriniennes liées à ces pesticides, il y a très peu de choses pour soigner les gens et ils en crèvent. Donc, quand on utilise le cannabis, on peut faire des miracles avec pour de nombreuses pathologies et je ne vois pas pourquoi ce serait interdit, si ce n'est par l'influence de Big Pharma qui ne cherche pas ni à guérir ni à soigner, mais à simplement entretenir la maladie. Alors, dans le même temps, une étude menée en Argentine a révélé que dans les zones où les concentrations de glyphosate dans la poussière et dans le sol étaient plus élevées, les taux d'anomalies congénitales chez les enfants et les taux d'avortement spontané étaient également plus élevés. Alors on ne pourra pas dire que le glyphosate, c'est simplement un petit pesticide. D'ailleurs, c'est rentré dans le langage commun. On est tellement habitué à parler de pesticides qu'on ne sait même plus ce que c'est et qu'on ne sait surtout pas, on ne connaît pas les dangers. On n'a pas véritablement d'élus de la République, quels qu'ils soient, et certainement pas des écologistes qui servent les intérêts de l'industrie, bien plus que les intérêts de la défense de notre nature. D'ailleurs, je tiens à signaler que les écologistes sont le cheval de Troie des politiques, qui prétendent qu'ils se battent pour l'écologie alors qu'en fait, ils ne font que favoriser et développer l'industrie destructrice de la planète. Parce que si on se battait vraiment pour l'écologie et pour la santé, depuis longtemps, on aurait réglé une grande partie des maladies qui touchent nos enfants ou qui nous touchent nous aujourd'hui. Mais on n'y tient pas. Alors, doit-on rappeler que d'après l'Agence de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, c'est quand même très sérieux, le glyphosate est considéré comme un cancérigène probable pour l'homme. Mais aujourd'hui, d'après les derniers procès qui ont eu lieu aux États-Unis, eh bien, ce n'est plus cancérigène probable. Le probable est de trop. Alors, l'OMS déclare, l'herbicide, je traduis directement, l'herbicide glyphosate et les insecticides malathion et diazinon, ou malathion et diazinon, ont été classifiés comme probablement cancérigènes pour les humains. Groupe 2A.
Alors, depuis les derniers procès en cours contre Monsanto, je me répète, les condamnations suite à des cancers de type lymphome non hodgkinien confirment cette probabilité. Alors, condamné à 250 millions de dollars pour l'un et 80 millions de dollars, je crois, pour l'autre. Pour que nous soyons ainsi empoisonnés, il faut que ce produit, donc le glyphosate, soit partie prenante de la culture agricole et donc de l'agriculture, ce qui est le cas puisque le glyphosate est pulvérisé directement sur les cultures de soja, de maïs, de canola, de betterave à sucre. Alors le canola, je trouve jamais le mot en français. C'est un mot que je n'arrive pas à retenir. Vous regarderez dans le dictionnaire, canola, anglais-français, vous verrez, c'est l'huile de colza, voilà. Donc, le glyphosate est directement pulvérisé sur les cultures de soja, de maïs, de colza, de betterave à sucre, de blé, et le blé sous toutes ses formes, donc l'orge et l'avoine. L'empoisonnement commence dès l'enfance au petit déjeuner, avec les céréales délicieuses au goût, mais pleines de pesticides et de morceaux de métal, comme l'a démontré Natural News dans une de ses vidéos. Ah oui, il a pris un sac de céréales, il n'a pas nommé lequel, il l'a vidé sur la table, il a pris un aimant, Mike Adams, et des particules de métal se sont collées sur l'aimant. Donc il y a du métal dans vos céréales, vous pourrez faire l'essai vous-même chez vous. Donc je vais répéter ceci parce que je pense que c'est très important. L'empoisonnement du glyphosate commence dès l'enfance et au petit déjeuner, avec les céréales délicieuses, au goût peut-être, mais pleines de pesticides et de morceaux de métal, comme l'a démontré Natural News. Ne devrions-nous pas nous éveiller à cette préoccupation en matière de sécurité alimentaire, plutôt que d'aller courir des lièvres ici ou là, ou d'avoir des présidents favorisant l'industrie et détestant les humains, qui permet justement à Monsanto, aujourd'hui Bayer, de nous sortir dans les 2 ans à venir un nouveau pesticide qui sera pire que le précédent, mais qui aura un autre nom, et on devra mettre encore 20 ans pour étudier les conséquences de ce pesticide sur la santé des humains, et on dira mais non, c'est pas vrai, et ils nous balanceront exactement la même chose qu'ils ont fait avec le glyphosate, 2 fausses études fabriquées par de fausses agences qui travaillent inévitablement pour l'industrie des empoisonneurs. Alors, l'Alliance pour la santé naturelle des USA, qui se dit en anglais Alliance for Natural Health USA, a effectué en avril 2016 des tests indépendants auprès d'un laboratoire lui-même indépendant qui ont révélé des niveaux de glyphosate dans la farine d'avoine et dans les petits pains dans 10 des 24 aliments de base du petit déjeuner conventionnel américain. Ce pesticide que les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont associé au cancer. Ça veut dire que vous croyez que vous vous alimentez bien, et puis vous vous retrouvez avec un cancer. Et vous vous demandez pourquoi? Eh bien parce que le pesticide est de toute façon et par principe dans la base de notre alimentation. Alors, Madame Gretchen Dubo, directrice exécutive et directrice du département juridique de Alliance for Natural Health USA, donc l'ANH, a déclaré que les résultats montrent que le glyphosate arrive sur le marché de la consommation de différentes manières, soit en étant pulvérisé directement sur les cultures, telles que les céréales, soit par le biais de l'alimentation du bétail. Deux points, ouvrez les guillemets, le fait qu'il soit présent dans des aliments tels que les œufs et la crème, qui n'entrent pas en contact direct avec l'herbicide, montre qu'il est transmis par les animaux qui l'ingèrent dans leur alimentation et qui le transmettent aux humains lorsque les humains consomment les produits animaliers eux-mêmes contaminés. Ce qui est confirmé à travers le porc, utilisé pour la fabrication des vaccins, nourri aux céréales produites avec du glyphosate. C'est pas beau ça? Elle est pas belle la vie? En novembre 2016, Carey Gillam publiait un article sur EcoWatch sur les niveaux alarmants de glyphosate trouvés dans les aliments populaires américains. Cet article illustrait le projet Detox de l'organisation à but non lucratif Food Democracy Now. Ta-ta-ta. Le projet dressait une liste de produits alimentaires contenant des résidus de glyphosate. La liste comprend des produits à base de blé,
tels que des céréales froides ou des biscuits de blé entier. Alors, ça va des biscuits du petit déjeuner aux biscuits salés, vous allez voir, c'est très intéressant. Les tests ont été effectués à ANRESCO, ANRESCO, un laboratoire enregistré par la Food and Drug Administration. Les tests effectués par ANRESCO ont été effectués sur 29 aliments que l'on trouve couramment dans les rayons des épiceries et des supermarchés. Selon le rapport, des résidus de glyphosate ont été trouvés dans les Cheerios. Bon, alors ça, c'est des céréales, je ne sais même pas s'il y en a en France, peut-être pas, mais peut-être sous un autre nom, de General Mills à 1125 particules par milliard. Des biscuits au chocolat noir à la farine d'avoine Kashi, donc c'est 275,57 particules par milliard. Les riz Crackers, 270 par 24 particules par milliard. Différents niveaux ont été trouvés dans les céréales Kellogg's Special K, les craquelins Triscuits et plusieurs autres produits commercialisés actuellement sur les étals des commerçants. Alors ça, ce sont les produits américains. Peut-être qu'on a les mêmes en France, mais comme je ne les consomme pas, je ne peux pas savoir. Je devrais m'informer auprès de vous. Peut-être que vous devriez venir compléter avec vos commentaires pour permettre aux gens de comprendre. Le rapport note que pour certaines des conclusions, les montants étaient, de points, au mieux des estimations approximatives et peuvent ne pas représenter de manière précise l'échantillon. Alors ça, c'est toujours ce qu'ils disent pour ne pas nuire à l'industrie. Oui, bon, vous en avez effectivement, mais c'est pas grave. Alors c'est sûr, si vous mangez un biscuit, c'est pas grave. Mais si vous mangez un paquet de gâteaux par jour, ça peut le devenir. C'est toujours une question de quantité, c'est comme les vaccins. On vous fait un vaccin, il y a 248 mg d'aluminium, ok, mais on vous refait le vaccin 6 mois après et encore 6 mois après, ça s'accumule. Des fois, il y a 800, pour l'hépatite B d'ailleurs. Donc, ça veut dire 800 plus 800 plus 800, ça fait une quantité considérable, et c'est là que ça devient neurotoxique. Très neurotoxique. Pareil pour le mercure. Les entreprises du secteur alimentaire n'ont pas répondu à une demande de commentaires, ce qui n'est pas très étonnant puisque la plupart de ces entreprises alimentaires appartiennent à Monsanto. Et à de nombreux actionnaires comme Bill Gates, le même qui a investi dans les vaccins et qui souhaiterait éradiquer une partie de la population à travers la vaccination forcée, celui-là même qui refuse de vacciner ses propres enfants en affirmant qu'ils n'en ont pas besoin. Dans un de mes Pandora, j'ai repris une conférence que Bill Gates avait donnée sur TED, T-E-D, où il déclarait que si on se débrouillait bien avec les vaccins, on pouvait baisser la population de 5 à 10%, je crois. Et celui-ci était applaudi par un parterre d'imbéciles qui admirait le fait qu'un criminel de l'humanité qui affirme qu'il va éradiquer une partie de l'humanité avec les vaccins va y parvenir. Et tout le monde applaudissait. Ah, c'était formidable. Alors, on va juger les nazis pour crimes de guerre, ce qui est normal, mais on a un nouveau néo-nazi qui veut exterminer la population mondiale, soi-disant sous des prétextes fallacieux. Enfin, pour assassiner les gens, on trouve toujours des prétextes. Par exemple, le glyphosate, Monsanto a trouvé un prétexte. Oui, c'est pour normaliser l'agriculture. Oui, c'est pour permettre de fabriquer avec certitude des quotas, alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, le glyphosate est résistant, c'est-à-dire que les plantes deviennent résistantes au glyphosate. Les insectes mutent, deviennent résistants au glyphosate. Ce qui fait qu'en Inde et partout ailleurs, alors qu'on avait vendu le produit dans son entier, la semence plus le pesticide, en se disant vous verrez ça vous coûtera beaucoup moins cher, ils se retrouvent à devoir acheter des bidons et des bidons de polluants, à polluer les sols, à polluer l'atmosphère, à polluer notre vie à nous, parce que nous consommons ces produits contraints et forcés, et c'est encore moins efficace. Moi je vois dans les champs, il y a des cultures de maïs qui sont catastrophiques. Catastrophiques, il n'y a plus rien. Les sols sont épuisés, alors que si on mettait du chanvre, on va régénérer les sols et on va pouvoir utiliser tout dans la plante.
Soyons intelligents. Cessons d'écouter ces politiques, maudits politiques, qui ne comprennent strictement rien et qui justement, nous imposent leur volonté corrompue en disant que c'est nous qui ne comprenons rien. Ça, c'est la meilleure. Alors, là, j'ai une déclaration de Dave Murphy, qui est directeur exécutif de Food Democracy Now. Il dit franchement, le niveau élevé de contamination par le glyphosate que l'on trouve dans les chips Pita de Cheerios, les Doritos, les Oreos et Stacy est alarmant et devrait réveiller tout parent qui essaye de nourrir ses enfants avec des aliments sains et non toxiques. Alors même dans les biscuits sucrés. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, un petit exposé de ce que nous devons subir et de ce que nous devons vivre malgré nous, malgré notre volonté, parce que nous n'avons pas choisi nous-mêmes de nous laisser empoisonner. On nous empoisonne de force à travers tous ces produits, sans parler des pollutions des eaux, sans parler des pollutions à travers les vaccins, à travers les médicaments dans lesquels ils vont intégrer bientôt des puces RFID. Alors, est-ce qu'on va être contraint, quand on va prendre son médicament, de le passer dans un broyeur pour le rendre, pour en faire de la poudre, de sorte que l'on vérifie s'il n'y a pas une puce RFID à l'intérieur ? Ça devient épouvantable, cette société dans laquelle nous vivons. Bon, eh ben, nous vivons une époque formidable, chers amis. Je vais demander à Louloute si elle est encore parmi nous. Tu es là ? Oui, j'ai déjà, malgré que tu m'as coupé le sifflet. Tu faisais trop de bruit. Ah, ok. Est-ce que tu as un commentaire ? Ah, ben, c'est bravo, encore une fois, et c'est terrible. C'est terrible tout ça. Non, un grand bravo et un doublé d'un grand immense merci. Alors, merci encore pour tout ce travail que tu viens de faire et puis que tu fais à longueur de journée là-dedans. On est vraiment dans un monde morose et macabre. Alors, je l'ai déjà briefé en lui disant que j'aimais pas les compliments et tout ça, mais elle le fait quand même. Elle fait exprès. Tu vas me gêner. Je vais me gêner. Ça va mal aller. Ça va mal aller, hein, Dame Lolo. Bon, voilà. Alors, j'aurais voulu vous parler un petit peu des Gilets jaunes, mais on arrive au terme de cette capsule, conférence. 47 minutes, c'est déjà beaucoup. Je pense que j'en parlerai dans une autre capsule dédiée uniquement. Ça fait plusieurs jours que j'y pense sérieusement et que je suis, comme vous, désespéré. J'ai constaté quand même que le défilé du 1er mai à Paris était énorme. Les autorités ont tout dissimulé, tout caché. J'ai déjà vu des gouvernements qui mentaient sciemment, mais à ce point-là, ça devient extraordinaire. Ça y est, elle recommence à faire du bruit. Bon, Lolo, dis au revoir à nos amis, je te coupe le sifflet. Alors, au revoir tout le monde. Au revoir. Bisous à Monique, au revoir à tout le monde, à tous les amis sur le chat. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, nous avons vu aussi, et là j'ai des témoignages de personnes qui ont vécu la chose, les mensonges de M. Castaner, c'est absolument épouvantable. Hein. En Amérique, le type serait démissionné immédiatement. En Angleterre, pareil. Dans tous les pays anglo-saxons, il serait viré. Enfin, presque dans tous les pays du monde, sauf en France. Le gouvernement qui se tient derrière ce menteur pathologique, c'est normal puisque son patron l'est tout autant. Le Premier ministre qui en fait autant. Je vous rappelle que de mentir et de manipuler l'opinion comme il l'a fait, c'est passible de 2 ans d'emprisonnement et de je ne sais pas combien de milliers d'euros d'amende. Lui ne sera ni condamné, ni jugé, ni démissionné. Pareil pour tous les députés ou membres LREM qui ont repris avec honte absolue le même discours. Alors, je trouve admirable que dans le monde politique, on nous dit attention, il y a présomption d'innocence. Hein.
Alors, M. Sarkozy, pareil, hein, dans les affaires libyennes, avec les valises, ils sont pris la main dans le sac. Non, 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 il y a présomption d'innocence. M. Fillon, il y a présomption d'innocence. Il a été renvoyé en correctionnel avec son épouse. Donc, il y a présomption d'innocence pour tout le monde, mais alors pour les gilets jaunes, il n'y a aucune présomption d'innocence. Hein. Ah, ce sont des criminels, des assassins, des meurtriers, des tout ce que vous voulez, hein, des monstres absolus. Hein. Alors, le peuple réclame à manger et on en fait des monstres, alors que les politiques mentent, font de la fake news officielle et diffusée à travers ces médiocres journalistes de toutes les presses, que ce soit sur toutes les chaînes privées, que ce soit sur les chaînes officielles, et ça gêne personne. Eh ben, c'est exactement les mêmes ordures, parce que ce sont des ordures, sont les mêmes ordures qui nous empoisonnent et qui empoisonnent nos enfants. Je pense qu'il faudrait que ça cesse. Voilà. Sur ce, je vous salue, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Comme vous le savez, ces capsules sont préenregistrées, ce qui me permet d'assister au chat. Alors, toujours les gens, « Ah, mais c'est comment ça se fait, il arrive à écrire et il parle ?» Écoutez un petit peu, hein, soyez pas plus bête que vous n'êtes, hein, parce que ça devient ridicule des fois, ce type de réflexion. Je suis présent, comme ça, je peux suivre un petit peu ce qui est dit. Autrement, je ne peux pas. Voilà, je vous remercie de votre écoute attentive. Prenez soin de vous, surtout de vos enfants. Prenez soin de vos petits déjeuners. Achetez vos farines biologiques, n'achetez pas de farine blanche. Faites vous-même votre pain, vous pouvez le faire. Il existe des machines à pain. Achetez vous-même votre levure, apprenez à le faire, trouvez un moyen. Si vous avez un bon four, vous pouvez faire votre pain vous-même. Et vos petits pains pour vos enfants, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à très très bientôt. Salut!